Bonjour à toutes et à tous, et je suis ravi de vous retrouver dans ce troisième numéro de la Côte Immo, votre quotidien qui décrypte l'actualité de l'immobilier, mais pas que, mais aussi l'économie de l'industrie, de la fabrique de la ville, toujours avec Nicolas Panier. Salut Nicolas. Bonjour Sylvain, oui, parce qu'effectivement c'est une émission retransmise sur Radio Imo et Bismart. Absolument, notre promesse, des analyses, des expertises consacrées à l'immobilier avec des rubriques variées, et tout ça bien évidemment pour vous donner des clés de lisibilité de l'actualité. Aujourd'hui, dans la Côte Immo, on va focaliser sur l'investissement locatif notamment. Et aujourd'hui, on va dire qu'on est dans une séquence un peu politique du logement. C'est bien le cas du jour. Quand l'immobilier va, tout va. C'est ce qu'on se dit. Est-ce que ça va bien? On va en parler, justement. C'est une maxime qui trouve tout son sens en France, où l'investissement des particuliers dans la pierre est le placement favori des Français, notamment quand il s'agit d'investissement locatif, Nicolas. Avec un objectif, celui de stimuler le secteur de la construction et répondre à la demande de logements sur le territoire national. Ainsi, les lois en faveur de l'investissement locatif sont nombreuses et réservent de multiples avantages fiscaux en échange de contreparties concernant la mise en location du bien immobilier acquis. Alors aujourd'hui, par exemple, la plus célèbre de ces lois à destination de l'investissement locatif concerne la construction dans le neuf. C'est la loi Pinel, qui va d'ailleurs devenir Pinel+. Avantage, elle permet de bénéficier d'une réduction fiscale pouvant s'élever jusqu'à 21% du prix du bien immobilier acheté. En contrepartie, évidemment, il y a toujours une contrepartie, d'un engagement de mise en location pour une durée de 6 à 12 ans avec un loyer plafonné et à des locataires évidemment soumis à des conditions de revenus. Autre avantage, cette loi permet de louer le bien acquis à un membre de sa famille qui répond bien sûr aux critères de ressources, Sylvain. Bien évidemment, Nicolas, vous le savez, derrière ce fleuron législatif qui fonctionne plutôt bien, puisque ça porte le nom d'un ministre, et chaque ministre, finalement, essaye d'attacher son nom à un dispositif légal. Récemment, c'est le de Normandie dans l'ancien, Julien de Normandie, qui était ministre du Logement. Mais aussi d'autres dispositifs existent, puisqu'en France, on aime les dispositifs qui poussent à l'investissement locatif, notamment la loi Censi-Bouvard, qui a été couplée au statut de loueur en meublé non professionnel. Ce dispositif, par exemple, vous permet non seulement de réduire vos impôts, mais également de récupérer la TVA sur votre achat. J'en parlais tout à l'heure, le dispositif de Normandie qui étend les avantages de la loi Pinel au logement nécessitant une rénovation, très bonne chose, et ça part plutôt bien, on va dire, on va en parler tout à l'heure. Ça représente au moins, alors des investissements représentant au moins 25% du coût total de l'opération. Il y a la loi COS, d'Emmanuel Cos, qui offre encore un nom de ministre. Ah voilà, toujours des ministres. Toujours des ministres, ouais, c'est voilà, ça. c'est la mode, hein, c'est très français. Chaque ministre veut attacher son nom à la loi. Voilà. Emmanuel Cos, elle propose 15 à 85% dans sa loi en cas de location de logement conventionné à l'Agence nationale de l'habitat, la fameuse ANA, ou bien encore la loi Malraux, synonyme de défiscalisation pour les travaux engagés sur un immeuble situé en secteur sauvegardé. Alors bien sûr, Nicolas, ce sont des avantages non négligeables quand on sait notamment de surcroît que l'investissement en actions et dans la pierre se partage le statut du placement le plus rentable dans la dernière étude, 40 ans de performance comparée, 1980-2020, réalisée par l'Institut de l'épargne immobilière et foncière, l'IEIF. Alors pour répondre à la question, l'investissement locatif est-elle toujours une bonne idée en 2022 ? Nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau Manuel Ravier. Bonjour Manuel Ravier. Bonjour et merci de votre invitation. Alors vous êtes cofondateur de investissementlocatif.com. Voilà. Absolument. Et nous recevrons dans la deuxième partie Gauthier Allard, le directeur général du Club Funding. Exactement, et donc nous allons avoir le plaisir de retrouver dans un instant Manuel Ravier dans Politique Imo. Manuel Ravier, donc le cofondateur d'investissementlocatif.com, est avec nous en plateau avec Sylvain Lévy-Valency. Bonjour Manuel Ravier. Bonjour et merci de l'invitation. Bienvenue sur le plateau de la Côte Immo. Alors, l'investissement locatif n'est plus un sujet à définir pour un certain nombre de Français. L'immobilier est l'investissement préféré des Français. Chaque année, des milliers de Français misent sur l'investissement locatif afin de se créer un patrimoine ou de bénéficier de revenus complémentaires à la retraite. J'irais même jusqu'à dire que l'immobilier, c'est le premier investissement
des Français. C'est celui qu'on fait en priorité. En revanche, il y a un certain nombre de questions qui se posent. On voit les taux d'intérêt quand on est particulier qui commencent à augmenter. On se pose la question sur le niveau des prix. On se pose la question sur les travaux qu'on va devoir faire dans les biens qu'on achète, puisqu'il va falloir les rénover pour éviter que ces biens restent des passoires énergétiques. Alors, j'imagine votre réponse, mais je vous la pose quand même, Manuel Ravier. Est-ce que c'est toujours judicieux d'investir dans l'immobilier locatif en 2022, Manuel Ravier ? Alors oui, évidemment, c'est toujours judicieux. Déjà parce que les Français comprennent ce type d'investissement, ce qui n'est pas toujours le cas dans d'autres classes d'actifs. Quand on parle d'investissement en bourse, ça peut être un petit peu plus compliqué. On voit qu'on se retrouve face à parfois en bourse à des fonds d'investissement, donc le jeu peut être biaisé. Alors que l'immobilier, c'est tangible et c'est ce qui plaît aux Français. D'accord. C'est quelque chose qu'on comprend parce qu'on a tous besoin de se loger. Donc acheter un bien et le mettre en location, finalement, ça semble en tout cas assez facile. Mais alors, on le comprend. En revanche, le sujet, par exemple, calendrier d'interdiction locative d'un certain nombre de passoires énergétiques avec progressivement des biens qui ne pourront plus être mis en location, ça déjà, ça s'adresse à quelqu'un qui doit s'intéresser un petit peu plus au sujet immobilier et transition énergétique. Est-ce que c'est pas de nature à angoisser un certain nombre d'investisseurs ? Alors là, vous avez raison, c'est que c'est quelque chose à la base facile, mais qui se complexifie. C'est-à-dire qu'on voit qu'on a des nouvelles lois en permanence sur le marché immobilier, et c'est un marché qui se professionnalise. C'est-à-dire que vous avez les permis de louer, vous avez les encadrements de loyer, vous avez les nouveaux DPE. Maintenant, on voit qu'on a des nouvelles normes sur la partie financement. Bien Donc, sûr. c'est toujours possible d'investir, mais c'est peut-être plus compliqué qu'il y a 5 ans, 10 ans, 15 ans, en tout cas dans la lisibilité des nouvelles normes. Mais ça reste quand même quelque chose de faisable, en se renseignant, en se documentant et en étant bien accompagné. Alors le plafonnement des loyers, je laisserai peut-être Sylvain en parler. En revanche, sur la partie financement, donc on voit effectivement les taux de crédit immobilier remonter et on voit surtout ces normes HCSF que les banques doivent appliquer, notamment, qui vérifient un petit peu ce qu'on a le droit d'investir, combien on a le droit d'investir en fonction de son patrimoine. Est-ce que là, ça peut venir mettre un coup de frein à l'investissement locatif ? Est-ce que du coup, le fait d'investir plus sainement fait qu'il y a moins d'investisseurs potentiellement sur le marché aujourd'hui ? Alors déjà, la logique de cette loi de financement, elle n'est pas forcément, c'est pas une loi, mais la logique de ces nouvelles normes, en tout cas en matière de financement, c'est de sécuriser finalement la dette privée, donc liée à l'immobilier. Donc c'est pas forcément une mauvaise chose. Je rappelle qu'on ne peut pas emprunter plus de 33% de son de niveau d'endettement et on peut passer à 35% si on a un très bon dossier à l'appréciation de la banque, mais donc globalement pour une personne lambda, c'est 33%. Alors il est possible de déroger, mais effectivement la possibilité de dérogation, c'est surtout pour des dossiers en résidence principale. Donc le conseil que nous on va donner, c'est peut-être de commencer par faire du locatif. On en parlait juste avant en plateau. Peut-être de commencer par du locatif et ensuite acheter sa résidence principale. Ah d'accord, vous iriez à l'inverse. Clairement. Moi, c'est ce que j'ai toujours conseillé, puisque pour les banques, c'est beaucoup plus facile de financer une résidence principale et elles vont même vous encourager à acheter votre résidence principale. Pour l'anecdote, je suis aussi investisseur à titre particulier, à titre personnel, et j'avais déjà beaucoup de dettes, donc avant le HCSF. Et un jour, je suis allé voir la banque pour emprunter pour un nouvel immeuble locatif. Et la banque m'a dit, mais Emmanuel, achetez votre résidence principale. Et ça, c'était avant les normes HCSF. Mais quand je leur ai dit, mais j'ai déjà beaucoup de dettes, ils m'ont expliqué, ils m'ont dit, là, c'est différent. Pour la résidence principale, on vous suit. Pourquoi ? Parce que la banque y trouve son compte, elle sait que vous allez être un client fidèle, que vous allez devoir domicilier vos revenus, et donc ça va être une relation gagnant-gagnant, ce qui est un peu moins évident sur du locatif. Donc ça veut dire que c'est plus négociable quand on est sur une résidence principale, clairement. C'est ce que vous nous dites ? D'accord. Bon, après, évidemment, on n'encourage pas les gens à s'endetter beaucoup, comme vous venez de nous le dire. En revanche, Sylvain, je vous voyais acquiescer également. Alors oui, Nicolas. On commence par un investissement locatif pour vous. Alors l'investissement locatif, Nicolas, c'est la dent creuse de tous les gouvernements depuis 1980. Exactement le même chiffre. Parce que on observe notamment une inflation normative et réglementaire comme jamais, finalement, on a vu. On a même l'impression que les propriétaires et investisseurs sont les plus mis à mal dans les assiettes fiscales. Et pourtant, les Français ont inventé le droit de propriété. Si je vous dis liberté, égalité, vous répondez ? Propriété. Propriété, bravo. Moi, j'aurais répondu fraternité. Mais bon, voilà. Eh bien, écoutez, c'était liberté, égalité, propriété dans les 4 premières années de la Révolution, puisqu'effectivement, c'est en 1792 que le mot fraternité a remplacé le mot propriété. Donc, les Français aiment la propriété, ça, c'est très clair. Mais justement, vous l'avez vu, ça ne vous a pas échappé, Amélie de Montchalin est ministre de la Cohésion des Territoires, et le bras logement va dépendre d'elle, sauf qu'aucun secrétaire d'État n'a été nommé, et que dans ce gouvernement de ce second quinquennat d'Emmanuel Macron, aucun ministère de plein exercice du logement n'a été
créé. La deuxième information que je voulais vous donner, comme vous le savez, Jean-Yves Manot, le président de la CLCV, était reçu par Bruno Le Maire, qui se déclare être très attentif à un gel de l'IRL, l'indice de référence des loyers. Quand on voit le montant de l'inflation, c'est pas neutre pour les propriétaires, et envisage même son gel. À l'instar de ce que disait Nicolas sur la rénovation énergétique qui concerne plus de 5 millions de passoires énergétiques, ne risque-t-on pas, Manuel Rabier, un désinvestissement dans l'immobilier ? En fait, je prendrais la question à l'envers. La question, c'est aujourd'hui, on voit qu'on a un décalage de l'âge de départ à la retraite, qu'on ne sait pas comment on va financer les futures pensions de retraite. Donc la vraie question, c'est plutôt, je commencerai en disant, qu'est-ce qu'on propose aujourd'hui aux gens qui veulent préparer leur avenir, celui de leur famille, peut-être aussi faire fonctionner un espèce d'ascenseur social, puisque nous, on le voit, hein, et on le voit beaucoup avec nos clients, ça fait 10 ans qu'on fait ça. J'ai pas peur, je suis fier d'ailleurs de le dire, on a des gens qui se sont enrichis, alors ça peut être un gros mot pour beaucoup de Français, pas pour nous, mais qui se sont enrichis au service de leur famille, au service de leur retraite, et qui, en fait, pendant toutes ces années-là, ont pris des risques. Mais quand on qualifie justement ces personnes qui se sont enrichies, vous savez, sans cause, c'est ce qu'on dit concrètement. C'est là que je suis pas. Non, mais justement, vous le savez, Emmanuel Rabier. Emmanuel Macron dit, dans la première année de son quinquennat, on parle de rente immobilière. Absolument. On parle de situation de rente qui se transmet de génération en génération. Donc on dit finalement que l'investissement dans l'immobilier est un enrichissement sans cause. C'est faux ? C'est totalement faux, et d'ailleurs c'est ce qu'on déplore nous, c'est qu'on a un président, et je le déplore, peut-être si jamais il tombe sur cette émission, il devrait s'intéresser plus à l'immobilier, puisque l'immobilier répond à un besoin. On voit qu'on a un déficit de logement. Donc nous, qu'est-ce qu'on fait en fait chez Investissement Locatif ? On a des gens qui empruntent de l'argent, qui font des démarches, qui travaillent en fait pour rendre des logements à nouveau louables, dans d'excellentes conditions pour des locataires. Donc on amène en fait un service sur le marché et on permet à des gens de se loger. Donc pour moi, c'est pas quelque chose de négatif, et on n'est pas dans la rente absolue, puisqu'il y a une démarche entrepreneuriale. Il faut faire des démarches, il faut mouiller le maillot, entre guillemets, pour arriver aujourd'hui à avoir un bien et à le rénover et à le si dans de bonnes conditions. Si je vous suis, si je vous écoute, les investisseurs immobiliers tiennent plus de l'entrepreneuriat domestique qu'autre chose. Alors, vous avez, est-ce que le chiffre, vous êtes d'accord sur le chiffre que 62% des occupants du parc locatif privé français sont éligibles au logement social ? Oui, c'est un peu le problème en France, c'est qu'on a un parc de logements sociaux qui est très développé. Donc, je ne le dis pas pour lancer une polémique. Moi, je trouve que c'est dommage que ce soit autant développé, parce que justement, pardonnez-moi, il n'est pas assez développé, puisque les 2/3 des occupants du parc locatif privé pourraient aller dans le logement social. C'est peut-être que c'est parce qu'il n'y a pas d'offre c'est parce qu'il n'y a pas d'offre dans le logement social qui vont dans le parc privé. Donc le parc privé et les investisseurs que vous représentez jouent un rôle sociétal éminent dans la cité. Ils jouent un rôle sociétal. Après, bon là, on lance un autre débat qui est plus un débat politique. Est-ce que le rôle d'un État, c'est de faire du logement social et de loger presque une partie des Français qui est aussi importante? Chacun a sa réponse. Et là, on est sur un débat philosophique, politique. Et intéressant. À mon sens, c'est pas le cas. C'est pas son rôle. Alors, je vous propose de revenir sur l'investissement locatif, puisque si on regarde le contexte de marché, notamment, les prix de l'immobilier à l'achat, non pas à la location, mais à l'achat, ont largement augmenté l'année 2021. On parle d'année record en matière de transactions, mais en matière de prix. Pas à Paris, mais dans toutes les grandes villes de province. Alors, on peut l'expliquer par plein de raisons, par des exodes urbains ou autres. On n'est pas là pour revenir sur les raisons. On peut en revanche se poser la question de la rentabilité d'un investissement locatif dans un marché où les prix à l'achat augmente. Est-ce que du coup, ça rend le marché plus compliqué, et est-ce qu'il y a quand même des opportunités selon vous dans certaines villes ? Et lesquelles ? Oui, on veut savoir. Voilà, parce qu'avec Nicolas, on a choisi d'investir dans les villes de France. On voudrait savoir lesquelles grâce à vous. Ok. Alors la première chose, c'est que je le disais sur la professionnalisation des bailleurs, et en fait, nous, on le constate depuis 10 ans, de plus en plus de Français, et on le voit dans les chiffres, c'est-à-dire que sur le volume de logements vendus en France, le volume lié à l'investissement locatif est en constante augmentation, pour toucher quasiment 30% sur l'année 2021. 30% du volume de logements vendus en France. La question, c'est pourquoi les Français veulent investir à ce point-là dans l'immobilier. Donc on le comprend, c'est qu'il y a peut-être une inquiétude liée à l'incertitude économique. On épargne, on se dit mais quel va être mon futur ? Il y a quand même une vraie inquiétude, je pense, de la part des Français au niveau économique, et je me mets dedans. On ne sait pas vraiment où va le pays. Bon, encore une fois, c'est un autre débat. Mais on voit qu'on a de plus en plus de Français qui investissent dans le locatif. Et du coup, le pendant de ça, c'est qu'on le voit, nous, dans les différentes villes de France, les logements proposés à la location sont de mieux en mieux. C'est-à-dire qu'il faut toujours être mieux disant. Donc ça pousse les bailleurs à se remettre en question. Surtout avec le calendrier contraint de la rénovation énergétique. Là, il n'y aura plus le choix. Là, il n'y aura plus le choix. Déjà, là, en juillet, on gèle une partie des loyers
pour les étiquettes G. Oui, tout à fait. Mais ce que je veux simplement dire, c'est qu'il y a 10 ans, quand je cherchais un logement en location, il y avait très peu de logements meublés et bien équipés. La plupart des logements étaient détenus en location nue, pas rénovés, etc. Aujourd'hui, si vous regardez l'état du marché dans les grandes villes, vous avez des logements qui sont rénovés, bien équipés et qui proposent du service, en fait, finalement, aux futurs locataires. Quand Mais c'est ça, meublé, c'est c'est plus l'offre. cher. Hein. C'est plus cher. Ah oui. Ça a un coût. Ça, c'est l'offre pour les locataires, mais les propriétaires, ils achètent plus cher aussi aujourd'hui. C'est ça ma question. Est-ce que savoir si du coup, ça va mettre un petit coup de frein à l'investissement locatif Ouais, parce bien qu'on sûr, achète plus cher? La question, c'est ce que je disais au tout début, c'est une question de comparatif entre les différentes classes d'actifs. Et on le disait tout à l'heure, mais si on prend un levier, si on met 15% d'apport dans un investissement de 200 000 euros, ça veut dire qu'on apporte 30 000 euros d'épargne. La banque nous prête 170 000. Si on a un rendement à 7%, ce qu'on sait totalement faire en clé en main chez Investissement Locatif, on se retrouve en fait avec le levier bancaire, donc toujours grâce au levier bancaire. Donc important de pouvoir emprunter, hein, là on l'a évoqué. On se retrouve finalement avec des rendements de l'argent investi. Ça répond pas à ma question. Si, ça va y répondre. De plus de 30%. Alors justement, mais Comparer ça avec la bourse, plus de 30% annuel par rapport à un placement en bourse, c'est beaucoup plus risqué. Ce que vous dites, c'est quel que soit le prix d'achat, mon montage financier m'apportera finalement toujours une plus-value. Exactement. Alors moi je rappelle quand même, ça c'est mon rôle. Un meilleur rendement. Plus-value, c'est autre chose. Plus un rendement augmente, plus un risque augmente. Hein, ça c'est une évidence. Donc il faut quand même le rappeler à tous les gens qui nous écoutent. Dernière question, je reviens sur les villes selon vous. Où il faut, rapidement, 3 villes. Trois villes, le top 3. Alors je dirais Marseille, qui est encore sous-valorisé, même si l'augmentation a déjà commencé. Moi j'aime beaucoup Nice, parce que c'est une ville du Sud où on a un mix patrimoine-rendement. Marseille, 2, Nice, et je dirais Lille, qui reste une ville étudiante, une capitale régionale et très intéressante, très attractive. Voilà, on le dit à nos auditeurs. Voilà, Marseille, Nice et Lille. Et Lille, merci beaucoup Manuel Ravier. Je rappelle que vous êtes le cofondateur d'investissement locatif.com et on se retrouve tout de suite dans l'Expert Immo. Et on se retrouve dans la Côte Immo, toujours diffusée sur Bismart et Radio Immo, avec un sujet en lien avec le crowdfunding immobilier. Ces dernières années ont vu naître l'essor du crowdfunding. L'émergence du crowdfunding immobilier a commencé en 2014. Le financement participatif en français constitue une innovation dans l'univers de l'immobilier. Désormais, même les particuliers peuvent investir dans des projets immobiliers rentables à moyen terme, et ce, avec des tickets d'entrée ou des tickets moyens moins élevés par rapport au projet global des promoteurs. En 2021, les chiffres relatifs au crowdfunding immobilier sont assez éloquents. On parle de 1,88 milliard d'euros de collecte en 2021, soit une hausse significative de plus 84%, tandis que les plateformes de financement participatif ont drainé une collecte globale de 5 milliards d'euros depuis 2015, Sylvain. Oui, et Nicolas, alors que le nouveau règlement européen permettant aux plateformes de crowdfunding d'obtenir l'agrément de prestataires de services de financement participatif, PSFP, est entré en application le 10 novembre 2021. Ce texte d'ailleurs prévoit une période de transition d'1 an, jusqu'au 10 novembre 2022. Cependant, ce délai semble bien trop court pour que l'obtention, notamment sur certaines plateformes, et de ce nouveau statut se fasse dans de bonnes conditions, notamment pour le marché européen du crowdfunding. C'est dans ce contexte que les plateformes françaises et allemandes se sont prononcées. Et elles sont montées au créneau pour rallonger la période de transition pour l'obtention de l'agrément PSFP. C'est le cas des dirigeants de Club Funding, leader depuis 3 ans du crowdfunding immobilier en France, avec plus d'un demi-milliard d'euros financés depuis sa création en 2015. Nous avons, ça tombe bien, le cofondateur sur le plateau, Gauthier Allard. Bonjour. Bonjour. Bonjour Gauthier Allard. Alors Club Funding, Sylvain le disait, ça a été cofondé en 2015. C'est un des leaders français de plateformes de prêt par obligation, pour détailler un petit peu son fonctionnement. 1 demi-milliard d'euros de financement, une trentaine de collaborateurs. La question qu'on peut se poser aujourd'hui, c'est si on va directement sur le côté réglementation, sur le côté politique publique, ou en tout cas réglementation. On a un règlement au niveau européen aujourd'hui. Donc en fait, toutes les plateformes de crowdfunding ou tous les acteurs du crowdfunding au niveau de l'Union européenne sont régulés de la même manière. Ça veut dire que les acteurs français, qui sont en avance ou en retard par rapport à leurs voisins européens, sont régulés de la même manière que des acteurs vis-à-vis desquels ils pouvaient être en avance ou en retard. Il y a ce sujet de l'agrément, qui est le même pour tout le monde, mais il y a surtout le sujet qui fâche. Le sujet qui fâche, c'est le montant.
Ça veut dire que maintenant, les projets maximum sont plafonnés à 5 millions d'euros par projet et non plus 8 millions d'euros auparavant. C'est là où ça coince, c'est là où l'adaptation est un peu compliquée, Gauthier Allard. Exactement. Et c'est d'une certaine manière, c'est comme un retour en arrière, parce qu'on avait la possibilité de pouvoir financer des opérations jusqu'à 8 millions d'euros, et ça nous permettait d'accéder à des opérateurs qui étaient extrêmement structurés, qui réalisaient des opérations assez importantes. Donc on finance beaucoup de marchands de biens, notamment en Île-de-France, et pour acheter, par exemple, un immeuble à 50 millions d'euros, il faut des fonds propres de manière assez importante, quasiment 10 millions d'euros. Donc il y a un intérêt de pouvoir répondre à cette demande de ces opérateurs. Et finalement, la réglementation européenne ne nous permettra plus de financer ces projets jusqu'à 8 millions d'euros, mais jusqu'à 5 millions d'euros. Donc la réglementation n'est pas en phase avec les réalités du marché immobilier en France aujourd'hui? Avec l'évolution du marché, parce que c'est vrai qu'initialement, au début, on finançait plutôt des petites opérations. C'était même la réglementation nous permettait de financer des opérations que jusqu'à 1 million d'euros. Ensuite, c'est passé à 2,5 millions et ensuite jusqu'à 8 millions d'euros. Donc oui, effectivement, c'est quand même vu comme un retour en arrière. Mais les plateformes doivent s'organiser pour pouvoir quand même répondre à cette demande. Alors, vous demandez un délai, Sylvain l'a dit, on va revenir dessus. Moi, juste avant, je pose la question à un professionnel du crowdfunding immobilier. Est-ce que ça fait sens d'harmoniser au niveau européen un statut alors que l'investissement dans chaque immobilier, dans chaque pays, relève de réalités très différentes, que ce soit en termes de financement ou en termes de prix? Alors oui, parce que c'est un réel avantage de pouvoir travailler dans différents pays européens. Aujourd'hui, d'ailleurs, Club Funding a déjà anticipé les choses en finançant des projets à l'international. On a financé 2 projets en Espagne. On a financé... donc, vous n'aviez pas besoin d'une réglementation pour le faire? Alors, si, parce qu'on l'a financé d'une manière assez structurée, assez proche de ce qu'on faisait sur les opérations financées en France. C'est-à-dire qu'on a financé tout simplement des acteurs français qui développaient des opérations, qui développent des opérations. Vous pouvez aller financer des acteurs espagnols, par exemple. Exactement. Donc, on finance aujourd'hui uniquement des sociétés françaises. Des sociétés françaises qui ont des activités à l'international. Donc, on a pu le faire avec des acteurs qu'on connaissait extrêmement bien. Par exemple, les opérations en Espagne ont été financées via un opérateur qui nous avait déjà remboursé quasiment jusqu'à 30 millions d'euros. Donc, on connaissait extrêmement bien cet opérateur et cet opérateur connaissait bien ce marché. Donc, on a pu y aller à tâtons d'une manière bien sécurisée. Alors, j'admire votre réponse, je vous le dis tout de suite, j'admire la réponse, comme quoi vous êtes bien formé aux éléments de langage. Non, je vous taquine, mais on voit bien que la réglementation, elle vous rattrape. Je veux dire, vous ne l'avez pas choisi. Vous n'avez pas... les plateformes de crowdfunding ne se sont pas unies en disant on voudrait contrôler, on voudrait être régulé, on voudrait... Voilà. On voit bien qu'effectivement, il y a une volonté, alors à tort ou à raison, de vouloir vous réguler un peu plus. Quelques chiffres qui sont assez significatifs. Vous avez fait une croissance de 160% sur une année. Et actuellement, sur le volume total de collecte nationale qui s'élève à 958 millions d'euros, vous en représentez, vous seul, 306 millions. C'est ça, plus de 30% du marché. Donc aujourd'hui, vous êtes le numéro 1 absolu. Exactement. Devant toutes les plateformes. Oui, tout à fait. Alors moi, j'ai envie de vous poser une question. J'ai envie de vous poser une question, Gauthier Allard. Le crowdfunding, c'est la foule qui finance. C'est de la finance participative. Tout à fait. OK. Avec des tickets, d'ailleurs, qui commencent à partir de 1 000 euros. À partir de 1 000 euros. Donc vous avez une base de données avec des dizaines de milliers, peut-être même des centaines de milliers d'investisseurs. À quoi vous attribuez votre succès, et en quoi finalement le crowdfunding va compléter la palette de financement aujourd'hui. Et Dieu sait qu'en ce moment, c'est un peu la dent creuse dans l'investissement locatif en France, parce que comme vous le savez, les grandes foncières se sont rabattues sur le logement, et le deuxième effet, c'est que vous financez par le pays d'obligation. Et alors, je ne peux pas ne pas vous poser cette question. Aujourd'hui, on parle maintenant de green bonds, vous savez, d'obligations vertes, à sortir d'éléments ESG, RSE. C'est ce qu'a fait Gecina avec 8 milliards de conversion de son portefeuille d'obligations. Est-ce que ça veut dire que, pour que vous soyez, on va dire, à la mode ou au goût du jour, est-ce que vous lèverez demain matin des obligations dites vertes ?
Alors oui, on y réfléchit, mais je vais revenir sur le premier point, donc le succès de Club Funding. Ça s'explique surtout par la proposition d'investissement que les équipes de Club Funding ont réussi à structurer. On est les seuls sur le marché à permettre aux investisseurs de toucher des coupons mensuels. Donc sur des taux qui sont quand même assez élevés. Des coupons mensuels. Voilà, exactement. Ah oui, c'est très original. Et exactement, c'est une des spécificités Vous êtes les seuls à le de faire Club Funding. de Oui, mémoire, tout à fait. oui. Tout à fait. Donc, évidemment, pour les investisseurs, il y a un intérêt, lorsqu'on investit, de pouvoir toucher tous les mois son intérêt, son coupon. Et donc, Club Funding a pu fédérer une base d'investisseurs très solide. Et ensuite, le deuxième effet, donc on a réussi à créer un cercle vertueux. Parce donc que ça vous a permis en fait d'avoir d'avoir plus de clients. Exactement. Une appétence parce que vous les rendez beaucoup plus liquides à court terme, parce que la plupart ont des coupons zéro, et donc avec une sortie in fine. Donc là, vous avez complètement mis à contre-pied le marché en distribuant un coupon mensuel. Exactement. Et donc, l'effet vertueux, c'est que le fait d'avoir une base d'investisseurs très solide nous permet d'avoir des opérateurs extrêmement importants aussi, qui ont besoin d'être rassurés sur la capacité des plateformes à lever les fonds. Donc finalement, le fait d'avoir la base d'investisseurs la plus efficace nous permet d'avoir un énorme choix de sélection, parce que tous les opérateurs immobiliers, alors pas tous, mais un grand nombre, préfèrent venir sur Club Funding pour avoir l'assurance d'avoir les fonds dans les temps impartis. Parce que quand on structure des financements, j'allais dire de 8 millions d'euros, mais on peut prendre l'exemple de 5 millions d'euros, on a envie d'avoir l'assurance d'avoir les fonds pour réaliser l'acquisition en complément des financements bancaires. On ne peut pas, mais c'est clair, oui, à la veille, de dire bon, finalement, il nous manque 1 million d'euros. La question qui fâche, Gauthier Allard, y a-t-il eu des défauts de paiement sur la plateforme? Alors non, sur les 650 millions d'euros qu'on a financés, on a 0 cas de défaut. On a parfois des sujets avec des prorogations, ça arrive, mais 0 défaut. Pourquoi ? Parce que systématiquement, on met en place des garanties qui sont très fortes. Il y avait eu une vraie évolution dans le marché, mais aujourd'hui, systématiquement, toutes les opérations qu'on finance, on met en place des garanties telles que les cautions personnelles des dirigeants, et on finance des opérateurs qui sont très solides, qui ont un patrimoine à côté qui peut parfois dépasser même la centaine de millions d'euros. On met en place également des garanties corporate sur les sociétés, comme par exemple une fiducie sur les titres. Donc ça, c'est des garanties qui sont très importantes. On peut mettre en place également des hypothèques de second rang, ou même parfois des hypothèques de premier rang. Par exemple, sur les 300 millions d'euros qu'on a financés l'année dernière, il y a à peu près 80 millions d'euros qu'on a financés avec des garanties de premier rang. Donc c'est quand même des financements qui sont extrêmement sécurisés. Et en plus de ça, il y a un autre niveau de sélection, c'est la sélection des équipes de Club Funding. On sélectionne à peu près 5% des dossiers qu'on reçoit. Donc, c'est pour ça qu'on n'a pas de défaut. On est très attentif à ça. Donc, on sent effectivement que c'est un sujet un peu clé de rassurer sur le côté défaut. On n'aura pas le temps, effectivement, de se demander si la réglementation peut avoir une évolution sur les projets financés. Mais vous reviendrez nous en parler, Gauthier Allard. Je rappelle que vous êtes le directeur général de Club Funding. Merci beaucoup. Merci Sylvain Lévy-Valency. C'est la fin de ce nouveau numéro de la Cote IMO. Et on a le plaisir de retrouver nos auditeurs demain, vendredi, pour le dernier numéro de la semaine.